La course à pied a ce côté un peu ingrat où c'est pas tout le temps linéaire, hein, et tous ceux qui s'entraînent savent de quoi je parle. On a des moments de doute, comme dans tout moment de vie. Et finalement, c'est une assez bonne image de l'existence. J'ai fait de la natation, j'ai fait du tennis, je crois que j'ai tout fait. J'ai fait de l'escrime, j'ai fait du judo. J'étais absolument nul en tout. Donc je m'étais vraiment dit, voilà, je suis pas fait pour le sport, je suis pas sportif, c'est pas fait pour moi. Déjà, on prend plaisir. Enfin, on court parce qu'on aime ça, très concrètement. Et la motivation, l'envie de courir, elle vient de là. Tu disais tout à l'heure, Lauriane, que l'épisode sur la discipline, c'est un épisode qui t'a beaucoup marqué. Moi aussi. Pour moi, c'est vraiment l'un des épisodes phares de la saison 1. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque semaine, venez discuter sport, entraînement et psychologie du coureur avec deux passionnés qui le vivent au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. On est absolument ravis et même émus de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode particulier, puisque comme vous le savez, c'est le dernier épisode de la saison 1. Et donc pour marquer le coup, avec Fred, on a eu l'idée de créer un épisode un peu spécial, un FAQ, donc une foire aux questions, où on va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Et donc on est très content parce qu'on va pouvoir faire mieux connaissance et parler un peu plus du podcast et de nos projets à venir. Et du coup, pour nous accompagner dans cette démarche, on a fait appel à Lauriane. Alors Lauriane, une personne que vous connaissez sans connaître, puisque c'est notre voix officielle, c'est elle qui fait nos jingles, entre autres. Lauriane, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, merci à vous. Eh ben ça va très bien, on est ravis de t'accueillir dans l'émission en live. Donc comme je l'ai dit à l'instant, c'est toi qui t'occupes de faire notre voix off. C'est bien ça ? Tu peux nous faire un jingle d'ailleurs là en instantané ? Allez, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. Ah, c'est bien toi, il n'y a pas de doute. Et du coup, tu vas procéder à nos interviews à Fred et à moi. Et d'ailleurs, je suis aussi en compagnie évidemment de Fred. Fred, comment ça va toi aujourd'hui ? Écoute, moi ça va très bien. Je suis ravi de te retrouver comme d'habitude. Et en plus là, on a Lauriane avec nous. Et pour un podcast très particulier, comme tu l'as dit, sur les questions qui nous ont été adressées. Donc on va pas être dans la tête d'un coureur, mais peut-être plus dans la tête de Fred et Guillaume. Mais voilà, c'est plutôt intéressant de se dévoiler un peu et de faire un peu plus connaissance avec toutes les personnes qui nous écoutent. Exactement, c'est un bon moyen pour nous en tout cas de pouvoir centraliser toutes les questions que vous nous posez. Et puis c'est vrai que des fois on a pas mal de questions, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, les questions se répètent. On essaie de répondre au maximum de gens, mais quelquefois quand on lance un numéro ou qu'on est occupé, il y a des questions qui peuvent passer un peu à l'as. Donc du coup voilà, c'était important pour nous de faire cette émission-là. Et du coup, ce qui est aussi important de préciser, c'est que on n'a pas connaissance des questions. Aujourd'hui, on a voulu, pour rester le plus spontané possible, un peu sous-traiter cette partie-là. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à Lauriane. C'est elle qui vraiment s'est occupée de gérer toute cette partie data des questions, quoi. Alors absolument, je vous confirme qu'ils n'ont vraiment pas connaissance des questions. Et du coup, pour essayer de structurer un petit peu tout ça et que tout le monde s'y retrouve, je me suis dit que ce serait pas mal de les classer en 3 catégories. Donc la première, c'est de parler de vous, pour commencer, Fred et Guillaume. Ensuite, d'être un petit peu plus généraliste. Et ensuite, de se recentrer sur le podcast et la belle histoire de Dans la tête d'un coureur. Okay. Est-ce que ça vous va ? Moi, ça me va très bien. C'est parle parfait, là-dessus ? c'est parfait. Allez. Alors du coup, la première question qui m'a semblé importante quand même de vous poser, et c'est pas Popo qui va me contredire, c'est comment vous vous êtes rencontrés ? Ah, comment on s'est rencontrés ? C'est assez simple. En fait, Fred, c'est mon entraîneur depuis 3-4 ans, je crois. En fait, je suis arrivé à Paris en 2012-2013, je me souviens plus très bien, et je cherchais un club. Et en fait, j'ai pas mal galéré sur Paris à trouver un club qui me correspondait, qui m'allait. J'en ai essayé plusieurs. Le premier que j'ai essayé, il y avait vraiment beaucoup de coureurs dans le club, et il y avait des gens qui couraient du trail, des gens qui préparaient le marathon, des gens qui préparaient du 10 km. Et finalement, on était tous un peu logés à la même enseigne, et il n'y avait pas d'entraînement vraiment spécifique. Donc voilà, ça m'allait pas. Ensuite, j'ai essayé un autre club. Malheureusement, ce club-là, il y avait beaucoup de cadets, beaucoup de juniors. Donc l'ambiance, elle était sympa, mais voilà, c'est pas forcément ce que je recherchais non plus. Et en plus, j'avais un peu l'impression de servir de lièvre pour tous les petits jeunes. Et du coup, je galérais, j'avais pas le moral au top. Et en discutant avec d'autres coureurs, on m'a assez rapidement recommandé Fred. Et là, je t'ai appelé. Je crois qu'on s'est
Exactement, ça a commencé par un échange téléphonique. Tout à fait, un premier échange téléphonique qui a duré 25-30 minutes et je m'en souviens très bien puisque tu m'as posé pas mal de questions sur mes entraînements, combien de fois je m'entraînais par semaine, le nombre de kilomètres que je faisais, le type de séance que je pouvais faire, pourquoi je courais aussi et quels étaient mes objectifs. Tu as fait tout un travail de recherche où tu t'es vraiment intéressé à moi, à l'athlète et ça, j'ai trouvé ça vraiment top et tout de suite ça a matché quoi. Je me souviens, voilà, j'avais plus aucun doute. Je savais que l'essai que j'allais faire avec toi, ça allait forcément marcher. J'étais super confiant et super serein. Et en plus, tu m'as tout de suite encouragé en me disant que, au vu des entraînements que j'avais à l'époque, j'avais quand même de belles marges de progression et que j'allais pouvoir m'améliorer et peut-être battre tous mes records si j'étais bien sûr capable de m'investir dans tes entraînements. Et ça, forcément, ça m'a boosté, quoi. Bon, et du coup, tu nous parles de records à envisager et de potentiels exploits. Est-ce que tous les deux, vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos records personnels, que ce soit sur piste, sur 10 km, sur semi, sur marathon? C'est vrai que on voulait pas volontairement parler de nos performances dans le podcast. C'est pas parce qu'on est timide, mais c'est parce que vraiment on voulait donner un maximum de visibilité aux gens qu'on interviewait. Donc on voulait le plus possible s'effacer. C'est pour ça que même s'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent souvent c'est quoi nos performances sur 10 km, semi-marathon, on préfère pas trop de parler de nos performances que vraiment voilà, on veut mettre en avant les athlètes. Maintenant, comme c'est une question qui revient souvent, on va en parler. Et puis en plus, c'est pareil parce que finalement les performances, les chronos, tout ça, c'est vachement propre à chacun. Du coup, Fred, vas-y. Toi, tu cours aussi d'ailleurs. Tu fais pas que entraîner. Alors moi je fais pas qu'entraîner mais cette année il faut dire que je cours beaucoup moins. Alors je vais pas vous donner les records absolus que j'ai pu avoir parce que j'ai commencé l'athlé à 15 ans, donc à un moment sur toutes les disciplines j'ai des références et certaines qui ne veulent plus dire grand chose maintenant pour moi. Donc je vais vous donner ce que j'ai pu faire en record l'an dernier. Donc c'était, je dois l'avouer, l'année de mes 43 ans. Donc sur marathon, 2h44 et 52 secondes. Sur semi, 1h18 et 26 secondes. Et sur 10 km, 35 minutes et 36 secondes. Voilà le niveau qui était le mien l'an dernier, qui n'est plus du tout le mien à l'heure actuelle. Parce que cette année, j'ai mis un grand coup de frein sur l'entraînement lié à différentes activités, dont le podcast d'ailleurs. Donc voilà, j'ai un peu lâché, je continue à m'entretenir. Certains me croisent sur certaines courses et ça d'ailleurs me fait très plaisir quand vous m'interpellez, vous me saluez. Donc n'hésitez pas si on se croise sur des courses à venir. Et toi Guillaume? C'est mon tour. Et moi, écoute, au moins ils ont le mérite d'exister, mes records. Alors, je les connais pas à la centième de seconde près. Faudra m'excuser, je suis pas un maniaque des chronos. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait à peu près 33-30 sur 10 km, 1:15:01 sur semi-marathon et j'ai fait aussi sur piste un 3000 mètres. Et je crois que j'ai fait 9 quelque chose. 9-13. 9-13. C'est l'entraîneur qui parle lors d'un deuxième tour d'Interclub. 9-13 sur 3000. Donc voilà. Donc pour certains, c'est des chronos de dingue. Pour d'autres, c'est des chronos tout à fait modestes. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se donner des objectifs perso. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Moi, je suis super satisfait parce que quand j'ai commencé la course à pied, mon premier temps sur 10 km, c'était 49 minutes. Donc j'ai bien progressé. Je pensais vraiment pas un jour faire 33 minutes sur 10 km. Donc voilà, je suis ravi. Est-ce que c'est le maximum que je peux atteindre? Je sais pas. On va voir. Je vais essayer cette année de battre ces records-là. Mais en tout cas, moi, j'en suis fier. Voilà, je n'en rougis pas. Et bravo les garçons, parce qu'en tout cas, moi, j'aurais bien du mal à vous suivre. Alors du coup, je suis face à deux férus de course à pied, donc je pense que la question suivante, elle va être compliquée pour vous. Si vous deviez pratiquer autre chose que la course à pied, qu'est-ce que ce serait? Moi, rien du tout. Très clairement, rien du tout. J'ai fait d'autres sports en complément de la course à pied. Je les ai en plus toujours pratiqués avec une optique. Je le fais en plus de la course à pied parce que j'estime que ça peut m'apporter quelque chose. J'ai notamment fait de l'aviron. Ça m'avait énormément plu. La problématique de l'aviron, c'est que tu as des contraintes, on va dire, techniques. Il faut se déplacer vers un cours d'eau, mais bon, à Paris, il y a la Seine. Donc, sur les départements environnants, il y a beaucoup de clubs d'aviron. Mais voilà, tu rames pas seul, c'est des horaires fixes. Et moi, ce que j'ai toujours aimé dans la course à pied, c'est que où que je sois, je pouvais courir. L'aviron, c'est pas vrai, parce que déjà, il faut se déplacer avec le bateau. Il faut avoir un cours d'eau. C'est pas aussi simple que ça. Le deuxième sport que j'ai pratiqué aussi et qui m'avait beaucoup plu, c'est le roller de vitesse.
J'en ai fait 2 ans et j'étais vraiment une bille, mais vraiment une bille, parce que quand j'ai commencé le roller de vitesse, je savais même pas faire du roller, j'avais pas appris ça gamin, mais je m'étais laissé prendre au jeu, parce qu'un de mes frangins m'avait sollicité pour participer aux 24 heures du Mont Roller en équipe, on peut faire en solo, à 2 ou en équipe de 5 ou de 10, et je l'avais fait avec lui, ça m'avait tellement plu que je m'étais dit tiens, je vais m'inscrire. Mais après, c'est pareil, voilà, avec toutes les activités que voilà, je me suis recentré sur la course à pied. Bon, donc toi, en somme, si la course à pied n'existait pas, tu l'inventerais, quoi. Exactement, C'est ça. Bon, Guillaume. Et moi, j'ai essayé plein de sports. Quand j'étais jeune, ma mère, je crois qu'elle m'a inscrit à tous les sports possibles imaginables. J'ai fait la natation, j'ai fait du tennis, je crois que j'ai tout fait. J'ai fait de l'escrime, j'ai fait du judo. J'étais absolument nul en tout. Donc je m'étais vraiment dit, voilà, je suis pas fait pour le sport, je suis pas sportif, c'est pas fait pour moi. Et puis finalement, le seul sport où j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, c'est la course à pied. Donc franchement, peut-être un truc genre du yoga, parce que je suis pas souple du tout, tu vois. Donc pas souple et pas calme. Je suis pas souple et pas calme. Donc on peut te lancer le défi. Peut-être du yoga à la rigueur. Lancer le défi. Du yoga, je me lancerai dans le yoga, quoi, si j'arrive. Bon, alors on verra ça pour plus tard. Du coup, restons course à pied. Il y a Emma qui se demande quelles sont vos prochaines courses et objectifs. Quelles sont les prochaines courses? Moi, j'aimerais bien me lancer sur marathon cette année. Donc j'ai demandé à Fred de me préparer un plan d'entraînement. Alors je sais pas vraiment si je vais le faire, hein. C'est ce que j'ai en tête. Alors c'est encore très loin. Que si je fais un marathon, ce sera sûrement le marathon de Paris. Donc j'ai le temps de voir venir. Voilà, j'ai vraiment besoin de me re-challenger. Je pense que ça va être compliqué en tout cas d'aller chercher des meilleures performances sur 10 km. Peut-être que je vais battre mes records, mais de 15, 20, 30 secondes. Donc c'est pas vraiment significatif. Mais le marathon me branche pas mal, quoi. Ouais. Donc marathon. Toi, Fred, tu vas courir ou pas l'année prochaine? Alors moi, comme je le disais, j'ai mis un gros coup de frein à l'entraînement et je pense pas que l'année qui s'annonce me verra m'entraîner à nouveau de manière assez intensive. Mais j'exclus pas un jour, quand, si c'est dans 2, 3, 4 ans, de me lancer au moins une fois sur 100 km, faire ce test-là, parce que c'est parmi l'ensemble des distances sur route, c'est celle que je n'ai pas encore faite. J'irai pas au-delà, hein. Je pense pas que j'aurai la force mentale de faire un 24 heures, je le dis très honnêtement. Mais 100 km, je pense que ça peut être quelque chose qui me challengerait bien. Mais concrètement, à l'heure actuelle, c'est pas que j'ai pas le temps, parce que je pars toujours du principe qu'on dégage le temps qu'on souhaite. Mais voilà, ça fait pas partie de mes priorités. D'ici quelques années, certainement. 100 km. Oula, mon Dieu, il est fou. Alors ensuite, il y a une autre question qu'on a beaucoup reçue. Quelles sont les courses qui vous ont le plus marqué et pourquoi? Les courses qui m'ont le plus marqué, moi je dirais le semi-marathon de Paris que j'ai fait c'était 2015? Je sais plus, 2015-2016. Ouais, parce que je m'étais vraiment bien préparé pour la course. Et que surtout, il y avait eu des conditions qui étaient dantesques. Il avait plu, comme souvent au semi-marathon de Paris. Hein. Au marathon, souvent, il fait très chaud à Paris. Et au semi-marathon, vous payez la flotte. Donc là, ça n'avait pas dérogé à la règle. Et il y avait eu de la grêle, de la pluie, il faisait froid, il y avait du vent, j'étais glacé. Mais voilà, ça m'a pas du tout perturbé. J'étais sûr que j'allais faire mon objectif parce que je m'étais préparé pour. J'étais très confiant sur ma préparation. Et du coup, en fait, j'ai fait complètement abstraction des conditions climatiques, de tout. Et finalement, j'ai fait le chrono que je voulais. Donc, c'est vraiment une course dans laquelle je suis fier parce que je me suis pas laissé déstabiliser par des excuses ou quoi que ce soit. Et j'ai gardé le fil. Et ouais, pour moi, c'est la meilleure course. T'as une course toi, qui t'a marqué, Fred? Alors, une qui m'a vraiment marqué, c'est difficile d'en sortir une seule. Mais du coup, je dirais les championnats de France de cross à Brumat en 1995. Alors là, je fais l'ancien parce que j'étais cadet première année et ça a été mes premiers championnats de France. Donc en plus, j'avais fait de super interrégionaux à l'époque. Je m'étais vraiment bien classé. Et du coup, j'étais très fier de pouvoir aller au championnat de France de cross. Tous ceux qui l'ont vécu savent de quoi je parle. Et vraiment, ça reste un moment très important. De manière plus récente, si on passe sur la course, moi, ça sera vraiment le marathon d'Amsterdam 2017, parce que je ne courais pas seul, je courais avec une athlète que j'entraîne et avec qui je partage ma vie, qui est ma femme. Et l'objectif, c'était son premier marathon, c'était de passer sous les 3 heures. On y allait ensemble et on a réalisé cet exploit ensemble. Alors c'est une course de 800 mètres à la base, hein, et elle a 37 ans, donc elle est un peu plus jeune que moi, mais pas non plus très très jeune non plus. Elle s'est lancée ce défi-là
Et on l'a atteint à 2 et du coup, ça reste vraiment, je pense, un moment très fort sur mes dernières années de course. C'est une belle anecdote en tout cas, un beau souvenir. Alors du coup, jusque-là, on a parlé de vos performances passées, de vos objectifs à venir. Et est-ce qu'il y a des challenges sportifs que vous avez toujours voulu réaliser, mais que vous n'avez pas osé défier ? C'est le marathon. Moi, c'est le marathon. Hein. C'est une course qui m'intimidait vachement, que j'ai beaucoup. Je me suis fait tout un cinéma sur le marathon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait marathon dominer limite. Hein. Je savais de quoi je parlais. Les gens qui ont un peu peur sur cette distance. Donc moi, c'est ça. Ouais, c'est le marathon. Je me suis mis beaucoup de barrières sur cette course-là et ça. Et sinon, j'ai fait un trail là récemment parce que je voulais goûter un peu à ça. Donc j'ai fait le trail, la course des crêtes, donc à Espelette dans le Pays Basque. Eh bien, je sais pas si je vais réitérer cette course-là. Et pourquoi ? Je suis pas très bon grimpeur. J'ai des petites cuisses. Ah bon ? Donc voilà, là je suis déjà courbaturé de tous les côtés. Pourtant, j'avais fait un peu de muscu mais bon, bref. J'adore voir le trail, j'adore le spectacle. Assister à des courses sur trail, mais c'est pas pour moi. Donc, je pense qu'il faut savoir. Bon, alors le trail, c'est pas pour toi, mais du coup, le marathon, c'était à la fois un peu une frayeur et en même temps quelque chose que maintenant t'es prêt à affronter. Ouais, exactement. Je sais pas si je suis prêt, mais en tout cas, j'ai envie d'essayer. Mais je pense que t'es pas. Alors, je sais pas, il y en a qui sont certainement pas d'accord avec moi, mais je pense que t'es pas coureur tant que t'as pas vraiment couru un marathon, quoi. Tu vois, c'est la distance mythique. Alors ça, c'est un vaste débat qui anime toutes les communautés de coureurs, de runners. Je pense que t'es pas coureur tant que le marathon, quoi. Peu importe le chrono, hein, franchement, on s'en fout. C'est même pas pour ça que je veux dire. C'est l'Everest du coureur, un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut. Tu vois, t'es un alpiniste, tu veux monter l'Everest. C'est pareil. T'es un coureur, tu veux faire le marathon. Passage obligé. Pas tout le monde après. Hein. Je suis d'accord qu'il y en a. Je le comprends, je le respecte. Mais pour ma définition, en tout cas, je pense que si je cours pas le marathon, je finirai quand je finirai vieux. Et ce serait un regret. Et toi, Fred ? Alors moi, vraiment, un challenge sportif. J'ai jamais osé. En course à pied, il y en a pas très concrètement. Donc, je vais sortir un peu du cadre de la course à pied. Je vais rester sur quelque chose que j'appelle de sportif ou physique. Moi, c'est le saut à l'élastique. C'est vraiment un truc un peu, c'est une sorte de défi personnel qui m'a été lancé par ailleurs. Je m'arrange pour à chaque fois retarder l'échéance, mais à un moment, voilà, c'est reculer pour mieux sauter, sans mauvais jeu de mots. Ouais, je sais pas si ça va être pour mieux sauter, mais un jour, voilà, j'espère que je vais trouver le courage de réussir à le réaliser. Voilà. Bon, on espère, tu nous raconteras. Alors, oui, si je suis toujours là, oui. Alors moi, il y a un épisode sur cette première saison qui m'a beaucoup marqué. C'est l'épisode sur la discipline. Du coup, ça m'emmène à la question de Cocoa4 qui nous demande comment vous faites pour rester toujours motivés, les garçons. Justement, on est disciplinés. Hein. Alors là, on va renvoyer sur notre émission sur la motivation et l'autodiscipline. C'est voilà. Déjà, on prend plaisir. Enfin, on court parce qu'on aime ça, très concrètement. Et la motivation, l'envie de courir, elle vient de là parce que c'est un plaisir. Alors, on a chacun nos raisons, chacun le fait qu'on ait pu se mettre à courir ou non. Et du coup, derrière, pour entretenir cette motivation, c'est alors moi très personnellement, c'est le challenge chrono qui m'a toujours accroché. Et du coup, la discipline qui va avec. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile pour moi de m'entraîner maintenant que je ne vise plus d'objectifs. Mais je prends quand même plaisir à courir. Mais de là à m'infliger de grosses séances, ça très concrètement, j'y arrive plus parce que cette discipline-là, pour moi, elle est liée à l'atteinte, en tout cas à la visée d'un objectif. Sans objectif, j'arrive à me discipliner pour courir parce que ça me fait énormément de bien, mais pas plus que ça. Oui, je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Fred. Et comment on fait pour rester motivé tout le temps ? On peut pas. La motivation, en fait, c'est une émotion. Donc, il y a des jours où on est motivé, des jours où on ne l'est pas. On peut pas être tout le temps motivé, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut plutôt compter sur sa discipline. Tu disais tout à l'heure, Lauriane, que l'épisode sur la discipline, c'est un épisode qui t'a beaucoup marqué. Moi aussi. Pour moi, c'est vraiment l'un des épisodes phares de la saison 1. Et c'est souvent l'épisode que je recommande quand des gens connaissent pas le podcast et veulent le découvrir. Je recommande tout le temps l'épisode sur la discipline. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment dans cet épisode-là qu'on révèle certaines clés qui sont très utiles à l'atteinte de ces objectifs. Alors, comment on fait pour être discipliné ? Parce que c'est pas inné, hein. On devient discipliné, on est rarement discipliné. L'être humain, il a tendance à vouloir, je vais pas dire rien faire, mais à se reposer au maximum, et c'est normal. Donc, comment on fait pour être discipliné ? Moi, déjà, je m'interroge beaucoup sur pourquoi je veux réaliser cet objectif. Par exemple, là,
là, si je me lance sur marathon, je vais faire ce travail sur moi-même de recherche de pourquoi c'est important pour moi, qu'est-ce que ça va m'apporter. Vraiment mettre sur papier toutes les raisons qui me poussent à me lancer ce défi-là. Et je vais m'assurer que ce soit des motivations qui soient saines et qui vont me permettre de m'épanouir. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'il faut s'accorder des périodes de repos, des périodes de relâche. On ne peut pas être 365 jours dans l'année, tout le temps au taquet, tout le temps discipliné. Donc voilà, il faut s'accorder des périodes de repos, mais le plus important, c'est quand vous rentrez dans une préparation spécifique pour une course, un marathon, un 10 km, un semi-marathon. Là, vous vous mettez vraiment en mode un peu machine, moi c'est ce que je fais, et vous ne vous laissez pas le choix, quoi. Les séances, il faut les faire, on les fait, comme si vous allez au travail. S'il y a des jours où vous n'avez pas envie d'aller au travail, vous y allez quand même, parce qu'il faut bien remplir le frigo. C'est la même chose quand on vous lancez un objectif, vous ne vous laissez pas le choix de j'ai envie, j'ai pas envie. Ça ne sert à rien de vous poser la question, de vous torturer l'esprit. La séance, il faut la faire, on l'a fait, point barre. Alors évidemment, après, si vous êtes malade ou si vous êtes blessé, là c'est différent, on s'adapte, mais on ne procrastine pas. Donc c'est compliqué au début, ça c'est clair, il faut se plonger dedans, mais au fur et à mesure en fait que l'entraînement avance, eh bien on n'y pense même plus, et vraiment là, il y a même plus à se poser la question de ce qu'il faut y aller, on le fait, ça devient naturel, et là c'est un état qui est top, et c'est souvent ça qu'on recherche quand on est un coureur. Donc voilà, il faut un peu se faire violence au début, après ça va tout seul, donc pas d'inquiétude. Voilà, c'est les recommandations que je peux donner sur ça. En tout cas pour moi ça marche. Alors, ce qui est intéressant, du coup, c'est que vous me parlez tous les deux des raisons personnelles qui vous poussent à rester disciplinés. Et j'imagine aussi que ce sont ces mêmes raisons personnelles qui vous ont poussé à courir à l'origine. Est-ce qu'il y a eu un facteur déclencheur à un moment donné dans vos vies qui vous ont fait vous dire « Allez, je chausse mes baskets et je m'y mets ». Le poids. J'étais gros. J'avais grossi. Non, mais on en a déjà parlé, ça, dans l'épisode 1. Moi, j'avais pris vraiment beaucoup de poids. Et voilà, et puis j'étais pas super bien dans ma peau à un moment donné dans ma vie parce que j'avais fini les études, que j'avais vécu une séparation, je savais pas trop quel métier je voulais faire, c'était beaucoup d'incertitudes. Et quand ça va pas, j'ai tendance à beaucoup manger, donc je mangeais beaucoup, donc tu prends du poids, donc du coup voilà, c'était un peu une spirale. Et voilà, j'ai commencé à courir, on va dire, pour la forme, pour perdre du poids. Et ça, c'est l'élément déclencheur. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, c'est l'élément déclencheur. Et après, finalement, ça s'est venu tout seul, quoi. J'ai déjà acquis d'autres choses, d'autres trucs, ça s'est fait naturellement. Mais c'est pour perdre du poids, quoi. Je pense que c'est pour ça. Toi, Fred, t'étais grassouillet ou pas? Alors moi, j'ai toujours été, je pense, entre guillemets, taillé pour la course à pied, finalement. Mais ce qui m'a poussé à courir, moi, j'ai jamais été un enfant sportif, j'ai jamais été inscrit en club avant que je sois inscrit en club d'athlètes à 15 ans. Et c'est, je veux pas dire que c'est les hasards de la vie, mais c'est la vie en tout cas qui a fait que mes parents séparés, moi je vivais avec ma mère, et ma mère s'est mise en couple, a rencontré une personne qui courait, et qui courait même assez bien parce que il a été champion de France V3 de marathon, donc à 55 ans il avait couru le marathon en 2h45. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein, on espère tous pouvoir faire ça. Et du coup il m'emmenait courir et je me suis révélé plutôt on va dire plutôt bon dans la bonne moyenne, on va dire. Et du coup, voilà, comme beaucoup de gens, quand tu es bon dans une discipline, tu persistes, voilà, tout simplement. Mais moi, je suis vraiment convaincu que la course à pied a eu un impact significatif sur ma vie, quoi, sur mon destin. Sans la course à pied, je pense que tout aurait été vraiment très différent, quoi. Sur mon physique, sur mon état d'esprit d'aujourd'hui, sur ma persévérance, sur mon travail, sur comment je mène ma vie aujourd'hui. Ça a vraiment... je ne sais pas si c'est moi qui m'en fais des montagnes ou pas, je ne sais pas si tu as cette impression-là, toi aussi, mais aujourd'hui, c'est vraiment mon lifestyle et mon style de vie. Ce soit l'hygiène de vie, la discipline, la rigueur, la persévérance, tout ça, c'est des choses que j'ai appris quand tu n'as pas la chance en fait, d'avoir des parents qui peuvent forcément t'apprendre ce genre de choses. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Et le sport, c'est vraiment un moyen d'apprendre toute cette école de la vie, quoi, en fait. Là, je suis totalement d'accord avec toi et je ne dirais évidemment pas le contraire, puisque 30 ans après avoir commencé la course à pied, toute ma vie tourne encore autour de l'athlétisme, de la course. Je suis entraîneur, on fait ce podcast ensemble. J'ai tout un tas d'activités qui, finalement, sont toutes centrées, les personnes que je peux fréquenter, mon couple, comme je disais. Voilà, c'est... Je ne veux pas dire que tout est organisé autour de ça, mais finalement, voilà, et comme le disait Guillaume, il y a tout ce que ça t'apporte, notamment en termes de découverte de soi, de persévérance, parce que
la course à pied a ce côté un peu ingrat où c'est pas tout le temps linéaire, hein, et tous ceux qui s'entraînent savent de quoi je parle. On a des moments de doute, comme dans tout moment de vie, et finalement c'est une assez bonne image de l'existence. Voilà, il faut avancer quoi qu'il arrive. Les jours où on n'a pas envie d'y aller, il faut y aller, parce que les jours où on en a ras le bol de tout, on continue à vivre parce qu'on a plein de choses à faire. Et finalement, on prend toujours au final plaisir et à les faire et aller toujours de l'avant. Exactement, d'accord avec toi, ouais, tout à fait. Bon, les garçons, merci beaucoup pour ces confidences. En tout cas, c'est jamais simple de parler de soi quand on n'est pas au courant des questions qui arrivent. Et je pense que tout le monde sera sensible à votre authenticité. Alors du coup, deuxième partie de cette interview un peu spéciale, sur des questions un peu plus génériques. On a Blandine qui se pose la question de savoir ce que vous pensez des communautés running. Des communautés running, c'est-à-dire c'est les gens qui courent en groupe. Alors ça se fait beaucoup dans les grandes villes. Moi, j'ai pas d'avis particulier sur ça. Je pense que c'est plus facile de courir à plusieurs, que ça peut être un bon moyen de se motiver. Néanmoins, c'est aussi bien de courir seul. Je pense que notamment, tu te souviens l'interview qu'on avait fait avec Jeff Lastenay, qui expliquait que c'est bien aussi d'être à l'aise avec l'idée de se retrouver avec soi-même. C'est très important. Moi, je suis aussi partisan de ça. C'est vraiment, il faut. J'adore m'entraîner avec. J'ai des collègues d'entraînement avec qui je prends beaucoup de plaisir, mais j'aime bien aussi me retrouver tout seul, penser à mes idées, être centré plus sur moi. C'est un peu une thérapie, moi, quand je cours des fois. Donc, voilà, je dis c'est top. Si les gens sont contents, c'est super. Après, c'est bien aussi de se retrouver seul et avoir ce temps pour soi, en fait. Moi, je dirais, pour compléter, les communautés running, ça a vraiment été. On va dire un bouleversement de la planète course à pied. Moi qui la connais depuis 30 ans, ça a vraiment chamboulé. Ça n'a pas forcément été bien vécu, entre guillemets, du côté athlétisme pur et dur. Faut dire la réalité, hein. Au début, c'était il y avait des sortes de distinctions, mais de différenciation, mais c'est de moins en moins vrai. Parce qu'en fait, on voit aussi beaucoup de gens qui arrivent à des choses plus structurées en passant par ces communautés. Et moi, je me dis que si des regroupements de personnes comme ça permettent à certaines personnes d'oser aller courir parce qu'elles n'oseraient pas forcément aller seules ou elles ont peur, elles se disent finalement je vais être un groupe, ça va m'aider, me motiver et m'accompagner, moi je trouve ça top, je trouve ça vraiment génial parce que je dirais globalement plus il y a de monde qui fait du sport, mieux c'est, que ce soit en running ou autre. Là, ça a été un vrai chamboulement dans le monde de la course à pied, mais un bon, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup de très bons coureurs qui sont issus aussi de ces communautés-là. Ouais, c'est peut-être le côté un peu marketing, business. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on nous pose la question. Si ça peut initier des gens, et s'il y a des gens qui découvrent la course à pied grâce à ça, moi je trouve ça très bien. Après, chacun est responsable de savoir où est-ce qu'il veut pousser le truc ou pas. Ok. Et du coup, c'est vrai que dans notre société actuelle, qui dit communauté dit réseaux sociaux, et qui dit réseaux sociaux finit souvent par dire influenceur. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Honnêtement, c'est la même chose que tout à l'heure. Ça permet de populariser la course à pied. Je pense que quand fondamentalement on aime la course à pied, on est content de voir rayonner son sport. On se plaint souvent que la course à pied elle n'est pas assez exposée, que finalement c'est un sport de niche, que dans les médias on n'en parle pas. Donc on peut pas se plaindre aussi quand sur les réseaux sociaux il y a des personnes qui véhiculent une image positive de la course à pied. Après, honnêtement, on avait réagi lors du salon du running dans l'épisode sur le marathon. Chacun est libre d'avoir de l'opinion qu'il veut sur c'est bien, c'est pas bien. Nous on a vraiment, en fait moi je m'en fous C'est les personnes pensent ce qu'ils veulent penser. Ce que nous on n'acceptait pas, c'est quand on rabaisse quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut pas s'en prendre à quelqu'un en jugeant ses performances ou insulter une personne ou mal se comporter avec cette personne-là. On est libre d'avoir l'opinion qu'on veut, mais on n'insulte pas. Et surtout dans la course à pied, qui est un sport quand même qui est fédérateur, où tout le monde peut courir, où tout le monde est la bienvenue. Moi, ça me fait mal au cœur quand j'entends des gens qui disent ouais, mais attends, pour qui elle se prend, court le marathon en 4h30 Moi, foncièrement, ça me fait énormément de peine. Après, je suis ni pro ni contre. Moi, c'est l'histoire. Si ça me touche, la personne, elle me touche pas. Et puis, de toute façon, quand tu fédères une communauté, c'est pas un hasard. Quand tu arrives à 70 000, 80 000, 500 000 personnes qui te suivent, c'est pas donné à n'importe qui. C'est quelque part, tu as une qualité, tu as une histoire humaine, tu touches les gens. Les gens sont pas là par hasard. Il n'y a pas de secret. C'est souvent des personnes qui sont très intelligentes, très talentueuses. Faut pas juger, faut apprendre à connaître la personne. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt positif. Après, chacun est libre d'avoir son opinion. Et du coup, une question peut-être un peu plus pour toi, Fred. Souvent, les raccourcis sont vite faits entre l'influence de l'influence à l'autoproclamation coach.
sur Internet. T'en penses quoi, toi, de tout ça ? Les coachs, tous les coachs un peu. Les coachs sur YouTube et autres qui du jour au lendemain passent de j'ai une belle communauté à du coup. Effectivement, c'est une question qui est revenue assez souvent, qui nous est adressée. Moi, j'ai un regard assez distancié avec ça, en fait. De toute façon, les réseaux sociaux, ça pullule de coachs, que ça soit le running, que ça soit le développement personnel, que ça soit la musculation. Enfin voilà, tout le monde peut, depuis son salon ou sa salle de sport, décréter qu'il est coach. Comme je disais, j'ai un regard assez distancié parce que je pense qu'au-delà, je sais que les diplômes font pas tout, mais je pense que quand même il y a des bases à acquérir. Alors, certains, en étant totalement autodidactes, maîtrisent réellement le monde, les spécificités de l'entraînement, de la course à pied, et ce qu'il faut faire aux gens. Mais je pense qu'aussi être coach, c'est une activité de terrain, une réelle activité de terrain. Et souvent, moi je dis, et de manière un peu absolue, parce qu'un coach, il est jugé sur quoi finalement ? Il est jugé sur les résultats des gens qui l'entraînent. Est-ce qu'ils atteignent leur objectif ? Quelle que soit la nature de ces objectifs, on n'est pas forcément un bon coach quand on entraîne les meilleurs mondiaux. Il y a des très bons coachs qui n'entraînent pas les meilleurs mondiaux. Vous avez un coureur qui vise tel temps sur telle distance. Si vous l'amenez à cet objectif-là qui était le sien, moi je considère que vous avez bien fait le job. Et surtout, il faut également le faire en préservant la santé physique, je dirais même psychologique. C'est quelque chose qu'on apprend quand on fait nos formations, des personnes qu'on encadre. Parce que être coach, c'est pas simplement je te donne un plan, tel jour tu fais ci, tel jour tu fais ça. Si c'est juste ça, on achète juste un bouquin et on est performant. Ça va au-delà, il y a un accompagnement qui doit aller avec. Et le coach, il a quand même pour mission quand même de déceler ce que doit travailler plus particulièrement l'athlète. Suivant les athlètes, on n'a pas tous les mêmes qualités, ils n'ont pas tous les mêmes qualités. Donc, il va falloir que le coach sache sur quel point il va devoir axer plus particulièrement le travail afin de le faire progresser plus qu'un autre. Et ça, très, très concrètement, sans le travail de terrain, ça peut être compliqué, ou sans un accompagnement un peu, on va dire, personnalisé, ça me paraît totalement impossible. Les trucs, courir le marathon en moins de 3 heures en 3 séances avec 50 km par semaine. Non, enfin, je veux dire, c'est comme les régimes, faut pas croire au rêve. Il n'y a personne qui va vous vendre quelque chose qui vous fait rêver en vous disant, tiens, c'est super, je vais atteindre mes objectifs sans trop me fouler. Méfiance, c'est comme gagner 1 million par jour en restant assis dans votre canapé. Vous êtes libre d'y croire, vous êtes des adultes, mais moi, sincèrement, je n'y accorde aucun crédit. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient. C'est la mode, malheureusement, où on fait croire à des athlètes qui peuvent atteindre des chronos assez dingues sur marathon. On parle de moins de 3 heures en s'entraînant finalement que 70 km par semaine. Je pense que certaines personnes peuvent y arriver s'ils ont un gros backup et une grosse génétique. Et encore, je suis vraiment sceptique sur la faisabilité du truc. Mais en tout cas, le problème, c'est qu'ils généralisent ça, quoi, et qu'ils disent tout le monde, grosso modo, peut arriver à ces chronos-là avec 70 km par semaine. C'est vendre du rêve. Après, je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'athlète de choisir son coach. Tu choisis pas un coach parce qu'il est sympa ou parce qu'il fait des belles photos sur Instagram. Tu choisis avant tout parce qu'il est compétent et parce qu'il te correspond. Tu es responsable de ton coach. Voilà, c'est à toi de te bien te renseigner et de savoir sur quels critères tu l'évalues. Si c'est sa sympathie, si c'est photo, franchement, non. Donc, choisissez bien vos coachs avant tout. Exactement. Et puis, en France, on dit souvent qu'on est le pays aux 66 millions de sélectionneurs au foot, mais beaucoup de gens qui font de la course à pied pensent aussi tout maîtriser. Et des fois, moi, j'ai des échanges assez animés avec des gens qui me disent « Ah mais non, mais il faut faire ci, il faut faire ça », qui sont pleins de grandes théories. Moi, souvent, je recadre assez vite le débat en me disant « Bon, toi, tu t'occupes d'un groupe de combien d'athlètes et ça donne quoi les résultats de la méthode que tu es en train de me vendre là ?» Souvent, c'est des gens qui théorisent juste par rapport à leur propre expérience. Alors certainement, ça fonctionne sur eux, mais après, c'est le coach. C'est pas simplement je reproduis des choses qui ont marché avec moi. J'essaye, et c'est pas j'essaye, je dois m'adapter et personnaliser les choses pour que le coureur, la coureuse puisse atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient. Bon, merci Fred, c'était très clair. Alors ensuite, j'ai une question de Greg qui, je pense, intéressera beaucoup de monde et qui nous concerne tous. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez
quand vous avez appris l'affaire Calvin, entre guillemets, parce que je pense qu'on a tous été affectés à partir du moment où on a écouté cette belle interview que vous avez pu faire avec elle et où voilà, on a forcément lié un début d'intimité en tout cas avec elle. Comment est-ce que vous avez réagi quand les premières infos sont sorties ? C'est une très bonne question qui nous revient souvent. Je vais juste resituer un peu le contexte parce que pas forcément tous les auditeurs qui nous écoutent sont au courant de cette affaire-là. Donc Clémence Calvin est une athlète de l'équipe de France qui court notamment sur marathon. On l'a interviewée dans le podcast. C'était la première athlète qu'on a interviewée. Et elle se serait substituée à un contrôle de l'AFLD, un contrôle anti-dopage, en avril dernier dans des conditions assez rocambolesques. Donc voilà pour la remise en situation. Après, sur comment on a réagi, tu l'as dit, Lauriane, hein, le premier sentiment, c'est que, voilà, en tout cas, moi, personnellement, j'ai été très affecté. Les personnes qui me suivent sur les réseaux, d'ailleurs, ont vu qu'à ce moment-là, j'avais publié un texte. Parce que, voilà, comme tu le soulignais également, on a eu une interview assez longue, assez intéressante, où, voilà, on va pas dire qu'on s'est lié d'amitié, parce que c'est pas en 1h30 d'échange que tu te lies d'amitié, mais tu crées quelque chose. Tu crées quelque chose, surtout que moi je l'avais rencontré quelques mois avant sur une course, on avait un peu échangé. Et du coup, voilà, ça tombe dessus. Alors l'affaire est toujours en cours. Alors qu'est-ce qu'on pense ? On pense que si elle est coupable, elle va être condamnée. Si elle l'est pas, elle le sera pas. Et pour l'instant, on peut pas s'ériger en juge. C'était une chose aussi assez désagréable parce que du moment qu'on l'avait interviewé, en tout cas moi j'ai eu ce type de retour, presque j'étais sommé de prendre parti sur cette question-là. Alors qu'est-ce que t'en penses ? En gros, il faut la brûler sur le bûcher ou non. Enfin, c'est pas mon job. On a échangé avec elle sur comment elle abordait son entraînement, les difficultés qu'elle avait pu rencontrer, l'après-grossesse. C'était une partie très importante de l'interview qu'on a pu faire. Voilà, on ne demande pas à tous les journalistes qui interviewent des sportifs qui se sont fait prendre, finalement, qu'est-ce qu'ils pensent de ça et quel est leur rapport du coup avec la personne. On a voulu, en tout cas des fois, je pense, nous mettre dans une sorte de position où nous aussi on devait se prononcer un peu comme certains et comme ça a été un peu la mode à ce moment-là sur les réseaux. Mine de rien, quand j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de haine déferler, qu'elle soit condamnée si elle est reconnue coupable, oui, il faudra que ça soit le cas et sans réserve. Mais après, ça ne justifie pas tout. Ouais. Ça ne justifie pas tout. Mais c'est dingue parce que finalement, on nous demandait presque de trancher. De trancher, non, mais des choses. Enfin, moi, j'ai pas à me prononcer si je suis pour ou contre le dopage. Pour moi, c'est une évidence. C'est comme si je vais te dire, t'es pour ou contre la faim dans le monde ou t'es pour ou contre les guerres. Évidemment que t'es contre. Quand tu aimes le sport, comment tu peux être pour le dopage ? Ça va en contradiction de toutes les valeurs que tu veux défendre. Donc déjà, si on arrive à un stade où limite il faudrait prendre position sur ça, c'est qu'on recule, quoi. Et je trouve ça assez dramatique. Il y a pas de débat à avoir sur ça. Après, il y a une affaire qui est en cours. Il y a une présomption d'innocence qu'il faut respecter quoi qu'il arrive. Tout le monde est libre d'avoir son opinion sur le sujet. Moi, j'en ai une. On la partage pas forcément parce que on a des responsabilités, on a une audience. Ce qui me concerne et ce que je pense moi, finalement, ça me... Voilà, c'est pas ton rôle. C'est pas mon rôle. On doit avoir un recul sur ça. Elle a deux témoignages qui divergent. Ouais. Faut laisser la justice, quoi. Pour l'instant, c'est trop tôt. Après, d'une manière plus générale, la question du dopage, c'est un sujet qui peut nous intéresser, qu'on aimerait traiter dans le podcast, parce que ça fait régulièrement la une de l'actualité et que les athlètes sont souvent confrontés à ce phénomène. Mais voilà, on aimerait faire un contenu qui soit différenciant de ce qu'on peut entendre, lire ou voir sur cette question-là. Nous, on aimerait plus travailler dans le fond et aussi sur les mobiles de qu'est-ce qui pousse un athlète à recourir à la prise de produits qui améliorent les performances, quel impact ça peut avoir sur lui, sur ses résultats, sur sa santé, et aussi les conséquences que ça a sur le monde du sport. Parce que tout le monde est victime du dopage. Qu'on se dope ou qu'on se dope pas, on est finalement tous concernés, puisque l'échelle de performance, elle est forcément atteinte. Donc voilà, on veut travailler plus dans le fond de ce sujet-là, mais on veut aussi avoir du recul. On ne veut pas travailler à chaud parce que sinon il y a les facteurs émotionnels qui finalement fait que tu es moins objectif sur cette question-là. Mais on veut traiter ça vraiment de manière factuelle, quoi. Voilà, donc on va travailler en saison 2 sur cette question. On a déjà commencé à bosser sur le sujet et on espère que l'émission sera intéressante pour tout le monde. Ok, très bien. Alors du coup, on va terminer. Il nous reste encore quelques questions, mais on va entrer sur la troisième partie donc de cette émission.
plus orienté podcast. Et du coup, on a une question de Cécilia, alors, qui rejoint le premier épisode, hein, mais qui se demande comment est-ce que vous est venue l'idée de créer ce podcast. Comment est né dans la tête d'un coureur ? Alors, comment est venue l'idée de créer le podcast ? J'en avais déjà rapidement parlé dans l'épisode 1, mais pour revenir un peu sur ça, l'idée de créer un podcast sur la course à pied, elle m'est vraiment venue l'été dernier. J'étais en fait en vacances à la Croix-Valmer, j'écoutais beaucoup de podcasts sur mon transat à la mer et j'ai cherché du contenu sur la course à pied et j'ai pas trouvé ce que je cherchais en fait. Il n'y avait pas de podcast qui apportait beaucoup de valeur sur l'entraînement, sur la préparation mentale et aussi sur les interviews. Et j'avais aussi cette frustration finalement qu'on connaissait très mal les athlètes, qu'on connaissait très mal l'histoire des athlètes, parce que quand on tend un micro à un coureur, généralement c'est après une course et il nous dit voilà, je me suis senti bien, je me suis senti moins bien, c'était plus dur au 3e kilomètre, mais on les connaît pas vraiment, quoi. On connaît pas leur histoire. Donc, je voulais vraiment m'intéresser à ça. Et comme ça n'existait pas, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, voilà, j'ai appelé Fred. Je lui ai proposé de m'accompagner sur ce projet-là, puisque pour moi, c'était vraiment Fred qu'il fallait, parce que c'était vraiment le ton que je recherchais. On voulait pas avoir un podcast donneur de leçons, un peu non, faut courir comme ci, faut surtout pas faire comme ça. Ça me plaisait pas du tout. On voulait vraiment quelque chose qui fédère, quelque chose qui rassemble et pas culpabilisant ou encore donneur de leçons du style on a la science infuse, nous on sait ce qu'il faut faire, écoutez-nous et c'est comme ça et pas autrement. On voulait vraiment pas avoir ce type de contenu là. Donc voilà, Fred pour moi c'était la bonne personne. Après bien sûr on a dû acheter le matériel, on a dû monter en compétences sur de l'audio, on a dû se former et il faut y aller quoi après. Ouais, après, il a fallu le faire, quoi. Ouais. L'idée moi, m'a tout de suite branché. Je trouvais ça assez innovant, hein, et puis comme on l'avait expliqué dans l'épisode de présentation. Mais finalement, ça s'est enchaîné très vite, hein, parce que on s'est dit ça à l'automne, et puis à l'hiver, début d'hiver, on lançait le premier épisode. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ah mais je voulais le faire moi aussi. Limite ils m'en voulaient, tu vois, genre tu m'as piqué l'idée, tu vois, ce que je voulais le faire. Bah ouais. Tu vois, moi aussi, j'avais plein de choses que j'aurais voulu faire. Et ouais, il faut se lancer, quoi. Donc c'est pour ça. Quand vous avez des idées, vous avez envie de faire quelque chose, passez à l'action et lancez-vous, quoi. C'est un appel au challenge du coup pour tous nos auditeurs qui sont actuellement sur leur transat et qui peut-être ont une idée qui germe. Alors on a aussi visiblement des businessmen parmi les gens qui nous ont posé des questions. Comment est-ce que vous financez l'émission ? Alors ça, c'est une bonne question. Le financement du podcast. Alors aujourd'hui, c'est pas rentable. Il faut savoir que malheureusement, sur la première saison, on n'a pas atteint un seuil de rentabilité. C'est-à-dire que le podcast nous a coûté plus que ce qu'il nous a rapporté. Pourquoi ? Parce que déjà, on a des frais d'hébergement. Il faut héberger le site internet sur des serveurs. Il faut héberger les contenus audio aussi. Donc ça coûte de l'argent. Et on a dû aussi investir dans du matériel. On a acheté aujourd'hui du matériel de professionnel pour que l'expérience auditive pour les auditeurs soit de meilleure qualité. On n'était pas satisfait de la qualité audio de nos contenus. Donc, on va monter en compétence sur ça et sur la saison 2, vous allez voir que la qualité elle sera bien meilleure. Et aussi, par exemple, quand on fait les interviews, aujourd'hui, on les fait à travers Skype parce qu'on ne peut pas se déplacer. Et ça, c'est pas terrible parce que la qualité aussi, elle est pas dingue. Donc, on aimerait se déplacer, on aimerait pouvoir prendre le train, pouvoir aussi, il y a de la restauration sur place. Donc, tout ça, c'est des frais. Donc, si on veut investir dans le podcast, il faut générer du chiffre d'affaires. Il faut générer de la rentabilité. Il y a comme ça qu'on pourra investir et faire des contenus de meilleure qualité. Pour générer de la rentabilité, on peut travailler avec des marques, des équipementiers, des marques qui cherchent à toucher un peu l'audience captive du coureur. Mais voilà, il faut être vigilant aussi par rapport à ça parce qu'il faut que tout le monde soit gagnant. Il faut que nous, on soit gagnant. Il faut aussi que la marque soit gagnant. Et il faut aussi que les auditeurs ils gagnent quelque chose. Soit on va pouvoir avoir accès à des événements super sympas. On va pouvoir les inviter. On va pouvoir aussi travailler avec des athlètes de haut niveau qu'on aurait eu difficilement sans leurs sponsors. Donc voilà, quand c'est vraiment du gagnant-gagnant, c'est top, on le fait. Après, il faut qu'on veut rester indépendant. Donc voilà, ça va être un levier de croissance qui va être limité. Donc pour nous, le meilleur moyen de générer de la rentabilité, c'est de faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire du contenu. Donc, on va proposer dès la saison 2 un contenu enrichi. Donc, c'est un contenu pour les personnes qui veulent aller plus loin, c'est-à-dire par exemple sur la nutrition du coureur, sur des périodes d'affûtage. On va proposer un contenu qui va être un contenu
plus premium, avec beaucoup plus d'informations bien plus enrichies. Et ça, eh bien, il sera proposé à la vente. Pareil aussi sur des plans d'entraînement personnalisés qu'on va pouvoir proposer pour les athlètes. Donc, on va développer cette partie-là parce que pour nous, c'est là où on est le plus légitime et c'est là où on va pouvoir vraiment avoir de la valeur ajoutée et proposer quelque chose d'une expérience qui soit top. Donc, pas d'inquiétude, hein, le contenu gratuit, il restera gratuit. Hein, ça, on va toujours poster. Voilà, il n'y aura rien qui va changer, tout c'est gratuit et on y tient énormément que le contenu soit accessible. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui veulent vraiment monter en compétence sur la nutrition, sur la foulée, qui veulent vraiment se comprendre comment on peut s'améliorer dans la course à pied. Là, on proposera des contenus bien plus enrichis avec de la vidéo, avec de l'audio, avec du texte. On travaille dessus, voilà, on n'en dit pas trop, mais ça va bientôt arriver. Et pour nous, c'est le meilleur moyen de se financer à travers ce qu'on sait faire le mieux. Bon, super. Et du coup, comment vous faites pour choisir, sélectionner vos sujets d'émission, d'interview? Comment vous sourcez les profils? Qu'est-ce qui fait naître tout ça? Alors, pour les interviews, c'est l'histoire humaine qui nous motive, c'est-à-dire le parcours de la personne, son expérience et qu'est-ce qu'elle a apporté aux autres. Voilà, c'est-à-dire quel conseil elle peut donner. C'est vraiment ça qui va nous driver. Et pour le choix des thématiques, on réfléchit tous les deux avec Fred sur. On se fait comme un comité de rédaction. Faites des brainstorms. Voilà, on se réunit, c'est souvent autour d'un café, et puis on se dit tiens, à quoi tu penses. On sait qu'on a des sujets d'actualité, comme on l'a fait cette année, le marathon. On sait que ce sont des sujets qui intéressent. Mais après, il y a d'autres sujets qui soit nous semblent mal abordés ou pas du tout abordés. Ça a été le cas, on en parlait sur l'autodiscipline, motivation, mais également sur le stress. C'est des choses qu'on a très ou quasiment pas vues dans les revues spécialisées ou tout ce qui a trait à la course à pied. Donc ça nous intéressait vraiment de le prendre. Et Guillaume parlait tout à l'heure du dopage, ça va être la même chose. Alors le dopage, on en parle beaucoup. Mais ça ne sera pas sous l'aspect sur lequel on va le traiter. Des fois, on se dit, tiens, moi, quand j'entends parler de tel sujet, j'aurais aimé que ça soit traité de telle manière. Voilà. Après, on a aussi des émissions un peu plus, qui collent à l'actualité, factuelles. Là, il y a eu le marathon, on en parlait. Il y a aussi le repos. Il y aura d'autres émissions, plus sur les plans d'entraînement ou ce genre de choses qui ramènent, on va dire, au quotidien et à la pratique concrète de la course et d'autres choses qui sont vraiment plus dans la tête d'un coureur, justement. En fait, on ne va pas s'intéresser uniquement à la pratique de la course à pied, mais plutôt à pourquoi les gens courent. C'est ça qui est intéressant de savoir. C'est que finalement, si tu pratiques du sport tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, c'est qu'il y a forcément, tu en tires forcément des bénéfices, que ce soit des bénéfices sur ton mental, sur ta persévérance, sur toutes les qualités que tu vas développer à travers ta pratique sportive et qui vont t'aider dans ta vie au quotidien, dans ton travail, dans ta vie pro, dans ta vie perso. Donc c'est vraiment cet axe qu'on veut travailler, c'est-à-dire les raisons qui font que les gens courent et pas forcément uniquement à la pratique purement sportive. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire encore plus dans la saison 2. C'est vraiment les passerelles entre vie pro, vie sportive, vie perso et comment on peut se servir de l'un pour nourrir l'autre. Bon, alors vous nous teasez, mais concrètement, est-ce qu'on peut en avoir des infos sur la saison 2 ? Je ne sais pas. On travaille dessus là. Alors oui, on prend des congés, mais on travaille aussi sur la saison 2. Il y aura des épisodes sur la récupération. Il y aura des épisodes aussi, on va parler de libido, on va parler de sexualité de sport. On va parler aussi de l'impact de l'alcool, du tabac sur la course à pied. Donc on va essayer de surprendre encore. On va pas tout révéler, mais il y a des sujets qui vont faire sourire, mais on va toujours faire un travail de fond. Bon, on a hâte, hein. Nous aussi, on a hâte. On a hâte de les faire parce que, en plus, très, très, très sincèrement, on apprend nous-mêmes beaucoup de choses quand on prépare les émissions. Et puis, on a hâte de les partager. Parce que on va pas se mentir, c'est toujours agréable quand on a des retours tels qu'on les a à l'heure actuelle, où les gens nous disent que ça soit. Alors, certains, il y a même des athlètes de haut niveau ou des athlètes qui sont peut-être plus anonymes et qui ont le même ressenti d'apprendre quelque chose avec le podcast. On se dit qu'on a atteint notre but et sans faire entre guillemets, de discrimination, on a pu
on a pu s'adresser à un spectre peut-être plus large que ce qu'on pensait au début. Ouais, et moi, c'est l'un des trucs dont je suis le plus fier, c'est de me dire que finalement, on a des athlètes de l'équipe de France, des personnes qui vont aux Jeux Olympiques, qui nous écoutent, qui prennent du plaisir à écouter nos contenus, et des athlètes qui sont novices. Et avec le même contenu, on arrive à parler à tout le monde. Moi, quand j'ai commencé la course à pied et que je me suis tourné vers ce qu'on peut trouver quand on débute la course à pied, j'avais vraiment l'impression qu'on me prenait pour un débile, quoi, qu'on m'infantilisait. Voilà, faut que tu cours comme ça, mais attention, tu vas te blesser. Le plaisir, ouais, c'est sympa. Mais moi, j'étais sérieux, quoi, dans ma pratique. Je voulais réussir, je voulais mettre toutes mes chances de mon côté. Je voulais pas qu'on me traite comme, j'ai l'impression, comme vraiment le débutant de service, quoi. Non. Et ça, j'espère qu'on va réussir à continuer à le faire. C'est-à-dire finalement, avec le même contenu, de réussir à vulgariser, mais à parler à tout le monde. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me tient vraiment très à cœur. Alors ensuite, j'ai une question de Papa Polo qui revient un peu sur les questions de réseaux sociaux dont on se parlait tout à l'heure. Pourquoi un podcast et pas une chaîne YouTube ? Souvent, on me reproche d'être youtubeur quand je parle et tout. Moi, je me suis vachement inspiré des youtubeurs. Hein. Je ne m'en cache pas. J'ai commencé sur YouTube, donc moi, je suis... voilà, Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, tu peux pas regarder YouTube quand tu cours. c'est ça. C'est tout simplement ça. C'est que le podcast, pour moi, c'est plus adapté à la pratique sportive, en fait. Que tu peux l'écouter en courant, tu peux l'écouter en t'échauffant, tu peux l'écouter sur ton home trainer si tu fais du vélo chez toi, tu peux l'écouter pendant ton gainage, tu peux l'écouter au travail. Pour moi, c'est le format parfait pour un sportif. Voilà. Après, on arrivera sur YouTube, mais c'est pareil, si on y arrive, c'est avec un contenu qui est différenciant. Si c'est pour faire la même chose que font tout le monde, voilà, c'est pas forcément intéressant. On y pense. Je pense qu'on va arriver sur YouTube prochainement avec des contenus. Voilà. Maintenant, c'est des moyens de production qui sont aussi plus chers, donc il faut aussi qu'on puisse pouvoir le financer. Mais il faut qu'on apporte quelque chose de nouveau, sinon on n'ira pas. Ça marche. En tout cas, dans la tête d'un coureur, on n'ira pas. Bon. Et du coup, j'imagine que vous écoutez beaucoup de podcasts l'un et l'autre. Est-ce que vous avez des recommandations à nous partager sur la course à pied? J'imagine que on va pas s'y frotter. Bah non, je vais prendre mon iPhone, je vais te dire ce que j'écoute. Alors, j'écoute beaucoup de contenu sport parce que c'est mon truc et puis j'aime bien aussi voilà, m'intéresser à ce que font les autres. Tiens, il y a un podcast que j'écoute pas mal, c'est un podcast sur la santé, notamment sur tout ce qui est lié à la kinésithérapie ou les ostéopathes, qui est fait par Étienne Bulidon, je crois, qui s'appelle Et surtout la santé, donc je recommande fortement. Bah, sinon, il y a Championne du Monde que j'écoute avec assiduité, on en a déjà parlé. Il y a aussi Nakan, qui est un nouveau podcast sur le sport que alors j'ai pas encore tout écouté, mais je trouve que c'est assez intéressant parce que eux ils ont une approche qui est sur le sportif connecté. Donc c'est pareil, c'est un contenu qui est différenciant. Donc forcément, moi j'aime bien. Ensuite, tu as aussi 50 millions de sport. J'ai écouté 2-3 interviews qu'elle a pu faire. J'ai trouvé ça, voilà, certains non plus. Donc ça s'écoute bien aussi. Après, il y a des podcasts d'actualité comme Programme B, Parlons Web. Enfin voilà, c'est assez varié quoi. Voilà, mais ça c'est ceux que j'écoute de manière récurrente en tout cas. Et toi, Fred, qu'est-ce que tu as dans ton téléphone ? Alors moi, je veux pas paraître pour le vilain petit canard, hein, mais très honnêtement, j'écoute pas énormément de podcasts, faut le dire. Mais alors, Guillaume en a parlé, il y a Championne du Monde, avec qui on avait co-réalisé un épisode et qui fait vraiment des contenus de qualité et vraiment très intéressant. Donc voilà, Cléo, elle fait un super job. Et Marine aussi, Noré, a lancé son podcast que j'ai écouté les 2 premiers épisodes qui sont extrêmement prometteurs aussi. Et j'ai découvert un podcast qui n'a rien à voir avec la course à pied, qui s'appelle Métamorphose, qui est lié au développement personnel, au bien-être, et je trouve très très intéressant. Voilà, donc peut-être que le fait de faire des podcasts va me rendre fan de podcasts et que j'en écouterai de plus en plus. Mais sur les natifs, c'est un peu tout. Après, je suis comme beaucoup de monde, je réécoute des émissions radio qui sont podcastées après parce que j'ai pas eu le temps de les écouter. Bien sûr. Très simplement. Alors du coup, Guillaume, tu nous teasais un peu là sur les prochains sujets d'émission de la saison 2. J'imagine qu'il y aura aussi de nouvelles interviews. Qui est-ce que vous rêveriez tous les deux d'interviewer ? Alors moi, ça n'a rien à voir avec la course à pied, ça serait Mike Horn. J'ai assisté cette année parce que c'est la première année où il faisait ça en France notamment.
à des conférences qu'il organisait grand public, il fait beaucoup de conférences mais privées. Voilà, Ouais, c'est un fait. moyen de financer son activité. Hein. Et vraiment, je trouve que c'est un personnage extraordinaire et qui en plus irait très bien dans l'ADN dans la tête d'un coureur parce qu'il a une force mentale qui est hors norme et quand il vous explique ce qu'il a pu faire et les difficultés qu'il a pu rencontrer et comment il a vécu, vraiment on apprend beaucoup de choses. Et puis t'es prêt à partir avec lui. Hein. C'est très prêt, je sais pas parce que La manière dont il voilà, tu te dis que si tu le suis, tu risques rien parce que le gars de toute façon, il te sortira de n'importe quelle galère. Très très concrètement. Ouais, moi je l'adore aussi. Ouais. Et après il y a d'autres vraiment que j'aurais rêvé d'interviewer. Moi, très sincèrement, que je rêverais, il y aurait Alain Mimoun, mais Alain Mimoun n'est plus de ce monde. Alors, on se serait bien marré avec Alain Mimoun. Voilà, alors peut-être que faire appel à un médium pour communiquer avec lui. Mais très sincèrement, voilà, c'est... Zatopek. Voilà, Zatopek aussi. Ces grands champions avec lesquels, en tout cas, moi j'ai grandi, même si je suis un peu jeune, mais voilà. Après, avec qui t'aurais aimé pouvoir échanger. Ah oui, très, très clairement, à une époque où peut-être la course à pied était très différente et où on n'était pas encore dans le sport pro et que du coup, ça faisait appel à des ressources qui sont peut-être un peu différentes également, hein, et sans dénaturer l'engagement des athlètes actuels. Sur les athlètes actuels, très sincèrement, moi je suis un peu comme Guillaume, le marathon c'est un peu le Graal du Graal, donc avoir un Eliud Kipchoge dans la tête d'un coureur, ça serait top, mais après il y aura les problèmes de traduction, donc on va peut-être... On s'arrangera, on trouvera une solution, Fred. On va lui demander d'apprendre le français après avoir couru le marathon en moins de 2 heures et puis on échangera. Voilà. Ouais, ça c'est la technique. Voilà. Et toi, Guillaume? Moi, il y a vraiment une personne que j'adorerais interviewer. Alors, vous allez être surpris, mais c'est pas du tout dans le monde de la course à pied, quoique. C'est Thomas Pesquet, l'astronaute. Je sais pas, je trouve que déjà j'adore le personnage. Je trouve ultra inspirant. Il a quand même réussi à être astronaute. Hein, c'est quand même pas rien. Il vient d'une famille, je crois qu'il est fils de professeur. Il vient de Normandie. Voilà, il a tout mis en œuvre pour réaliser son rêve. Il s'est différencié auprès de dizaines de milliers de candidats. Et c'est un sportif hors pair. Hein. Il est ceinture noire de judo. Il fait du parachute, il fait de l'alpinisme, il fait de la voile. C'est un très très grand sportif. On l'a vu aussi, c'est un coureur. Hein. On l'a vu aussi sur Marseille-Cassis et d'autres courses. Donc, s'il fait autant de sport, c'est forcément ça lui apporte quelque chose. Est-ce que ça l'a aidé dans comment il a accompli son rêve et le rêve de beaucoup de petits garçons, celui d'aller dans l'espace et de petites filles, effectivement, c'est d'aller dans l'espace. J'adorerais l'interviewer. Je pense ce serait très inspirant et qu'on pourrait faire un très très bel épisode. Mais je vais essayer. Hein. On peut peut-être lancer un appel. Ouais, je vais essayer. Je vais pas. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis pas du genre à me mettre des barrières. Donc. Mais un jour, on dira dans la tête de Thomas Pesquet. Exactement. S'il y a quelqu'un qui le connaît et qui nous écoute, faites passer le message. Ça m'intéresse. Voilà. Sinon, des trayers. J'aimerais avoir plus de trayers. Malheureusement, c'est compliqué de réussir à les avoir en interview. On a essayé, on va encore persévérer, mais c'est pas, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais on va continuer. Mais on espère pour la saison 2, on aura plus de trayers qui vont venir. C'est pareil dans le dépassement de soi, la persévérance aussi. C'est assez complémentaire des triathlètes aussi. Donc ça, c'est se diversifier en tout cas un maximum. C'est ça qu'on aimerait faire. Super. Alors du coup, tout à l'heure, on parlait aussi de l'investissement personnel qui était nécessaire pour la création de ce podcast. Combien de temps, généralement, il vous faut pour préparer une émission, pour la mettre sur pied, pour l'enregistrer, pour la mixer, pour la monter? Trop longtemps. Ça nous prend beaucoup de temps. Non, là, on s'est amélioré sur la fin des épisodes. C'est beaucoup de travail. Ça paraît pas, je sais pas, mais il y a un travail de recherche, il y a un travail de vulgarisation, il y a un travail aussi de divertissement parce qu'on veut quand même que les épisodes soient vivants, on veut que ce soit très humain, très chaleureux. Si c'est pour parler de la foulée, mais d'être très froid, très pro, très bon. On veut que les gens passent un bon moment à nous écouter parce que nous, c'est ce qu'on aime quand on écoute des podcasts ou du contenu. Donc, il faut trouver vraiment le bon mélange entre apporter de la valeur aux gens, apporter des données scientifiques sérieuses, connaître et maîtriser parfaitement son sujet, mais en vulgarisant et en restant avec une certaine fraîcheur et avec de l'humour pour que tout le monde passe un bon moment, qu'on va prendre un maximum de plaisir à parler des sujets. Donc, quand on n'est pas satisfait, on retravaille, mais
Je pense que ça, entre le moment où on choisit un épisode, qu'on scripte, qu'on enregistre, qu'on fasse le mixage, c'est qu'une quinzaine de jours peut-être à sortir un épisode. Donc, d'où 2 épisodes par mois. Ouais, en fait, là aujourd'hui, on peut pas faire. Franchement, on peut pas. C'est pas sur des sujets de fond, on peut pas. C'est compliqué. On y arrivera peut-être plus tard si on s'améliore, mais ça prend beaucoup de temps. Alors, je précise quand même, c'est pas 15 jours, 24 heures sur 24. Non, bien sûr, on a une vie à côté. Quoi, vous avez une vie à côté? Non. Alors oui, c'est un peu honteux, je le reconnais. Mais non, très concrètement, je pense que si on devait cumuler tout le travail de préparation et les divers enregistrements, parce que voilà, comme le disait Guillaume, des fois on n'est pas satisfait, des fois sur le fond finalement ou sur la forme, voir les deux dans les pires des cas. Mais ça, c'est arrivé peut-être au tout début où il fallait vraiment qu'on se cale. On est entre, si on devait tout mettre bout à bout, entre 48 heures peut-être, vraiment de... Ah ouais, temps de travail. Voilà. Ouais. Parce qu'on bosse 3-4 heures. Moi, je passe beaucoup de week-ends dessus. Et le montage, c'est... Plus le montage, que Guillaume s'occupe du montage. Ouais, montage, mixage, il faut compter 15 heures de travail par épisode à peu près. Après, il y a aussi toute la partie digitale, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux, le site internet. Il y a aussi toute la relation aussi avec les annonceurs. Donc tout ça, c'est géré par Pierre-Emmanuel, par PE, puisque c'est le 3e homme. Hein. On est 3 sur le podcast. Il y a Fred, il y a moi, mais il y a aussi Pierre-Emmanuel Hutto qui gère toute la partie back-office. Donc voilà, ça nous occupe bien, quoi. Bon. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de financement, ce genre de choses. On a aussi Mathieu qui nous demande pourquoi vous ne faites pas de test produit. Est-ce que c'est un choix? Oui, c'est un choix, clairement. On en avait parlé avec Guillaume dès le lancement, supposant qu'on allait effectivement être sollicité. Alors, la problématique du test produit pose pour moi 2 questions. La première, c'est finalement celle de la pertinence. Un test produit, par exemple, ce qui a le plus d'intérêt pour des coureurs, en tout cas par rapport à ce qu'on fait, ça serait les chaussures. Une chaussure, on n'a pas tous le même pied, on ne régit pas tous de la même manière. Chaque chaussure a son chausson, donc qui s'adapte plutôt à sa forme de pied. Du coup, si moi je teste une chaussure que je la trouve très efficace, ça se trouve pour toi Lauriane ou pour Guillaume, elle n'aura pas cette efficacité réelle. Donc aller là-dessus, bon, c'est un peu délicat. Vraiment le type de matériel qui pourrait trouver une sorte de cohérence en termes d'objectivité, c'est tout ce qui est instrument, les montres GPS, que là on peut concrètement dire voilà les performances, voilà ce que c'est, mais bon, voilà, on n'a pas voulu se lancer dedans. Et la deuxième question que ça pose, le test produit, c'est celui de l'indépendance. Parce que si finalement on teste des produits, il faut pas se mentir, hein, les tests produits sont souvent rémunérés aussi. Nous, on veut pas être lié par ça. On veut pouvoir dire clairement, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et du coup, on a notre instant lifestyle où des fois on fait des promotions on met en avant des produits comme Guillaume et son réveil lumineux. Et là, on se gêne pas pour donner la marque. On n'est pas payé. C'est comme les livres dont on fait la promotion ou les DVD dont on fait la promotion. On nous a pas envoyé ces choses-là pour qu'on en parle. C'est parce que nous, on les a sectionnés parce qu'elles nous parlent. Et on les a achetés, on les a payés, on ne les a pas offerts. On est indépendant et si on a envie de parler d'un produit parce qu'on pense qu'il est bien, on en parle. Et on en fait un peu de tests produits parce qu'il y a l'instant lifestyle. Voilà. Mais comme tu dis, Fred, moi, qui ne sont pas sponsorisés, qui ne sont pas. Ouais, exactement. Ouais, et puis comme dit Fred, tu veux dire, s'il y a une chaussure qui me convient à moi, je veux dire, c'est une super chaussure, il faut l'acheter, mais c'est quelqu'un qui n'a pas le même type de pied. Non, un sac de trail, c'est pareil. Un t-shirt, moi, s'il ne mérite pas, ça ne veut pas dire qu'un autre coureur. Enfin, c'est pas ce qu'on peut faire. Peut-être sur les montres, on pourrait le faire, parce que c'est vrai que sur certains produits, on peut peut-être le faire. Mais il faut que ce soit pertinent pour l'auditeur, pour la marque, pour nous, et que ce soit indépendant, quoi. Donc on verra comment ça va évoluer, mais pour l'instant, l'instant lifestyle nous va très. Enfin, moi, je suis épanoui quand je veux passer des bons plans, des bons tuyaux, qu'on m'a fait découvrir et que j'ai envie de faire découvrir. Franchement, je pense que c'est un bon format. Hein. Voilà, on est plus sur cette logique de partage de bons tuyaux, voire de bonnes pratiques, plutôt que sur le fait, entre guillemets, de placement. Très concrètement. Donc voilà, peut-être qu'un jour on parlera d'une chaussure parce que une chaussure est sortie avec une nouvelle technologie. Ça nous a intéressé de nous poser la question finalement, est-ce que ça apporte voilà, mais chaussures recyclables aussi, j'ai vu qu'il y a... Mais ça sera pas en tout cas
dans le format actuel, ça ne sera pas sur commande. Ça marche. Ok. Et ben alors moi, je suis un peu triste parce qu'il me reste plus qu'une seule question en stock. Les garçons, quels seraient vos conseils pour créer un podcast ? Pour tous ceux qui sont sur leur transat. Alors déjà, je vous conseille, lancez-vous si vous avez envie de créer un podcast, lancez-vous. Il faut plus on est de fous, plus on rit et vraiment voilà, c'est un super média qui est en pleine croissance, en pleine évolution. Donc si vous avez envie de le faire, lancez-vous. Ça c'est le premier conseil. Et après, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil ? Le premier, c'est d'être animé et passionné par le sujet que vous allez traiter. Parce que la passion, c'est communicatif et que ce sera beaucoup plus agréable à écouter pour les autres et à le faire pour vous parce que vous allez passer beaucoup de temps. Donc, choisissez un sujet qui vous anime et qui vous passionne. Et surtout, posez-vous la question de qu'est-ce que vous allez apporter aux gens. Est-ce que vous allez apporter un contenu qu'ils n'ont pas entendu ? Est-ce que vous allez apporter quelque chose de nouveau ? Et essayez de ne pas être égoïste quand vous faites les choses et pensez à la personne qui va l'écouter et vraiment faire preuve de beaucoup d'empathie. La chose qui vous intéresse ou les choses qui vous passionnent vous, comment vous pouvez faire en sorte que ça puisse intéresser le plus grand nombre. Donc voilà, c'est ça, c'est être animé par de l'énergie, par de la passion et être vachement empathique et penser toujours à votre auditeur et à l'audience quand vous créez vos contenus. Donc voilà, et vous différencier. Fred. Puis lancez-vous, pas de se lancer. Le conseil du coach. Alors, moi, malheureusement, j'en dirais pas beaucoup plus que Guillaume qui, sur ce point-là, est largement plus compétent que moi. Mais là où je le rejoins vraiment très sincèrement, c'est sur faites quelque chose que vous aimez et faites-le pour partager. Faites-le pas pour étaler toute votre puissance dans une sorte de délire un peu d'égo trip. Vraiment, faites-le parce que vous êtes animé par cette passion et que vous avez envie de partager et de découvrir de nouvelles choses. Parce que comme je le disais, nous on découvre des choses quand on prépare les émissions et il faut que ça soit ça. Si c'est juste pour réciter notre savoir comme on ferait un MOOC ou un webinaire, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et voilà, trouvez la bonne idée, trouvez le bon angle et lancez-vous à fond parce que voilà, c'est comme le dit Guillaume, c'est le média de demain. Donc plus on sera et mieux ça sera parce que voilà, c'est comme en course à pied, quand on prend le départ avec des gens avec qui on peut se challenger, c'est d'autant plus intéressant. Ça a l'air si simple. Il suffit de se lancer, c'est tout. Bon, pas avoir peur, clairement. Bon, en tout cas, les garçons, moi je suis ravie d'avoir passé cette petite heure avec vous. On a appris à mieux se connaître avec nos auditeurs et puis continuez à nous écrire, à nous envoyer des messages. S'il y a des choses qu'on n'a pas traitées, on sera toujours très content de répondre à tout le monde. Passez de belles vacances, reposez-vous et on est hâte de vous retrouver à début septembre. Exactement, profitez à fond et puis à bientôt sur les courses, sur le podcast, où que vous soyez, on sera là. À très vite.